Alors aujourd'hui, on va parler ensemble, on va répondre à cette problématique, comment améliorer vos relations. Alors justement, Franck, comment appliquer l'écoute active pour améliorer ses relations? Alors, l'écoute active, tu mets le doigt tout de suite sur un point, je dirais, qui est complètement essentiel dans l'amélioration des relations. Mais juste avant, je voudrais juste remettre en perspective la communication, c'est-à-dire dire deux ou trois choses qui permettent d'en comprendre l'intérêt. C'est-à-dire améliorer ses relations avec les autres, ça peut être aussi s'améliorer soi ou amener l'autre à le faire. Mais l'essentiel, c'est quand même le lien qu'on va avoir avec les gens. Et Ouais. effectivement, dans l'écoute active, c'est ce dont on va parler. Alors, je voudrais d'abord dire que la communication, en fait, on ne peut pas ne pas communiquer. Et ça, c'est extrêmement important. On pense parfois que justement, en étant réservé, discret, etc., oui, c'est intéressant, mais on ne peut pas ne pas communiquer. Et quand vous dites rien, en fait, ça a aussi une signification. Par exemple, on dit qui ne dit mot consent. Il dégage quelque chose de fort, ou au contraire, il est transparent. Et tout ça, finalement, c'est aussi une communication. Donc, en fait, on communique et on influence tout le temps. Deuxième point, comment évaluer la qualité de votre communication? Vous l'évaluez par la réaction de l'autre, en fait. Si la réaction de l'autre vous surprend et n'est pas adéquate, interrogez-vous sur la qualité de votre communication. Et c'est là qu'on va en venir justement à l'écoute active. Et dernier point qu'on va retrouver dans l'écoute active, c'est que le fond est majeur. C'est-à-dire que 90% de votre... Pardon, la forme est majeure. 90% de votre communication, c'est du langage corporel, c'est le timbre de votre voix. Et en fait, travailler ce fond, c'est ce qu'on va voir tout de suite en répondant plus précisément à ta question. Travailler le fond, travailler la forme, pardon, c'est permettre justement au fond de se rencontrer, notamment en situation conflictuelle. C'est ça aussi, la forme. Alors, l'écoute active. L'écoute active, elle a deux intérêts. Le premier, c'est quand même que sincèrement, vous avez un point de vue, vous pensez parfois que c'est objectif, mais ça reste votre monde intérieur, vos référents, votre façon de voir. Vous l'avez reçu, vous êtes fait forger ça par rapport à votre registre de valeurs, par rapport à votre vécu. Ce n'est pas une réalité objective. Mais l'autre, il a aussi sa réalité subjective. Et donc, l'écoute active va permettre, avec sincérité, d'écouter l'autre. Et donc, à travers ça, d'enrichir votre véritable compréhension d'une situation, finalement. L'autre intérêt de l'écoute active, c'est que vous allez instaurer une relation de confiance. C'est-à-dire que vous allez amener votre interlocuteur petit à petit à baisser les défenses naturelles qu'il instaure pour se protéger des conséquences peut-être défavorables qu'aurait cette interaction que vous avez avec lui. Ne serait-ce que votre regard, ça vous l'avez tous senti, à un moment donné, vous êtes confronté au regard de l'autre, ça vous met un peu mal à l'aise, vous vous protégez et donc on n'est pas dans une confiance. Et l'écoute active va permettre de faire cela. Alors comment on installe une écoute active? La première étape, c'est la sincérité. Parce que, en fait, le fond, comme disait Victor Hugo, il remonte toujours à la surface. Alors, sauf être un acteur exceptionnel, pas la voie que je préconise, soyez juste sincère, authentique, et automatiquement, toute votre body language, votre langage corporel, il va être en cohérence avec le fond et avec ce que vous dites. La deuxième chose, c'est qu'on est des êtres relationnels et on forge notre identité aussi avec le retour d'informations de l'autre. Et on en a besoin. Et d'ailleurs, on voit que si on n'a pas de retour, on est presque à provoquer l'autre ou pour avoir ce retour, même s'il sera du coup négatif. Donc, offrez à l'autre ce dont il a besoin pour se sentir en confiance, c'est-à-dire un retour. Ça peut être un petit hochement de tête, ou comme tu viens de le faire, Charlotte, un petit quelque chose comme ça. Ou même, oui, je comprends. Et votre retour n'est pas une approbation. Même quand vous dites oui, je comprends, oui, vous le comprenez, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Et d'ailleurs, à ce sujet, votre retour, c'est un retour qui sera dénué d'induction. Parce que si vous commencez par le regard, par le silence ou par vos mots, à apporter d'une nuance à ce que vous dit l'autre, vous engagez déjà le débat. Alors que là, le but, c'est l'écoute active. C'est donc justement cette écoute profonde, aucun jugement, on accueille et on fait baisser les défenses de l'autre et on s'enrichit de sa réalité.
Alors, on va amplifier ce feedback, ce retour que vous lui donnez, dans une troisième étape, avec la relance. Vous pouvez, par exemple, reprendre une fin de phrase, mot pour mot, poser une question, demander une précision, rentrer sincèrement dans la réalité de l'autre. Et enfin, vous allez clore cette écoute active, même si dans l'esprit, ça restera toujours présent dans votre échange, par une reformulation de synthèse. Donc, vous allez prendre les parties très importantes ou juste sa conclusion et la reformuler, mais vraiment mot pour mot, avec les mêmes expressions. Sinon, il y aurait une nuance, donc un débat, donc un jugement, parce que votre vocabulaire n'est pas le sien. Et donc, je donne juste un petit tip, comme ça, une petite astuce. Vous pouvez commencer en disant « ce que tu me dis, c'est que… » Et là, vous reformulez, et vraiment la personne se sent respectée, entendue, pas jugée, et donc elle a baissé progressivement ses défenses. Et là, on va pouvoir rentrer dans un échange co-constructif où vous allez rentrer dans sa réalité et vous allez amener aussi la personne à rentrer dans la vôtre pour commencer un débat et une co-construction. D'accord. Bah, j'ai été un petit peu long, hein. Bon. Non, intéressant. Merci Franck. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'importance de notre posture aussi dans la qualité de nos relations? Oui, alors c'est vrai, j'ai parlé de la posture sans détailler. Alors la posture, c'est important parce qu'en fait, c'est comme je l'ai un peu évoqué, c'est la congruence entre le fond, c'est-à-dire le message qu'on donne, et ce qu'on dégage par notre langage corporel. Et ça, soyez certain que l'inconscient de l'autre chope tous ces détails et se fait une idée de vous et donc une idée du message. Ainsi, le même message, si vous êtes un très bon orateur ou un piètre orateur, ne sera pas du tout le même, ni le même ressenti. Donc, c'est tout ce langage corporel qui doit être congruent, c'est-à-dire cohérent avec votre message. Le langage corporel aussi va être important pour se synchroniser à l'autre. Et là, je vais rentrer dans le détail, pourquoi pas, du langage corporel. C'est-à-dire que si vous avez une attitude qui est complètement déconnectée de l'autre, par exemple, l'autre est très formel, vous êtes trop décontracté. L'autre veut une certaine distance et vous vous rapprochez tout le temps de lui, etc. Là, vous ne vous adaptez pas à votre interlocuteur. Et donc, on a un problème de synchro. Et puis, ça va vite poser aussi un problème de congruence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre votre message, ce que vous voulez dire, ce que vous vivez, ça va être le bazar, ça va être un peu chaotique. Donc, votre langage corporel doit, par la sincérité plutôt que le jeu d'acteur, être congruent avec votre message et d'autre part, épouser, s'adapter à l'autre. C'est pas se soumettre, c'est pas singer l'autre, c'est s'adapter. Donc concrètement, vous êtes assis les debout, ben vous vous levez ou vous l'invitez à s'asseoir. Vous êtes décontracté, les formels, mettez un petit peu plus de distance et de formalisme. Il vous parle très bas, ben ne parlez pas trop fort. Gardez quand même votre identité, c'est juste du respect et une adaptation. Alors, j'en profite quand même pour ajouter deux petits points tant qu'on est sur la posture. Ouais. Je vous invite à, surtout s'il y a de l'enjeu et si c'est un petit peu dur, c'est-à-dire s'il peut y avoir peut-être un conflit, peut-être qu'on parlera de conflit tout à l'heure, de la considération. Plus c'est tendu, plus il y a d'enjeux, plus il y a de conflits, plus vous rentrez dans la réalité de l'autre et vous le considérez pour l'idée qu'il a de lui-même dans sa propre réalité. Apportez-lui de la considération. Par exemple, je sais pas, vous lui dites vous êtes si dynamique en situation d'urgence. Là, c'est une considération, c'est-à-dire qui est conditionnée à une situation. Ou vous pouvez lui apporter une considération dans l'absolu. Vous êtes vraiment quelqu'un de dynamique. Voilà. Il ne s'agit pas de mentir. Hein. On est sincère dans la réalité de l'autre. Ça va renforcer sa confiance et créer un lien entre les deux. Et dernier petit tip, l'ancrage. La relation, elle peut être tendue, il y a des enjeux. Pour détendre ça, pour apporter de l'énergie, par votre posture, mais aussi par ce que vous pouvez dire, vous pouvez apporter comme un souvenir peut-être d'un moment fort vécu ensemble. Peut-être que vous avez surmonté ensemble une difficulté. De reparler de ça, ça va ramener l'énergie de cette collaboration fructueuse. Et si vous n'avez pas de souvenirs ensemble,
Peut-être que tout simplement, c'est à propos, je ne sais pas, de parler d'un match de foot, de ce fameux but dans les 5 dernières minutes qui a permis de gagner la demi-finale. Il l'a vécu, il a aimé, vous aussi, ça vous rassemble, ça ramène de l'énergie positive dans la posture. Voilà. Intéressant, merci. Merci Franck. On a Julie qui nous demande comment gérer les critiques et les personnes toxiques au travail, s'il vous plaît. Oh là là, vaste sujet, super sujet, parce que ça, c'est un sujet de tous les jours. Alors, d'abord, il faut, je dirais, je peux répondre à cela sur plusieurs angles. Le premier angle, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, faut être sur votre chemin de vie et accepter le fait que les gens, dans leur histoire, dans leur perspective, ont des jalousies, des intérêts différents, etc. Et savoir les accueillir, mais ne pas centrer son action là-dessus. Sinon, vous risquez de vous décentrer par rapport à votre objectif, par rapport à ce qui motive votre vie et de vous éparpiller. Il y a Créati qui nous dit comment répondre à quelqu'un qui ment et manipule les faits. Je crois qu'il faut la mettre en face de ces contradictions, tout simplement, mais éviter chaque fois de monter dans les tours et plutôt avoir tendance à remettre en perspective sans mettre d'émotion, parce que là, on va avoir sinon, on va dire, ça ne sera plus le sujet, ça sera l'émotion et ça sera une bataille d'ego. Et c'est ça, à tout prix, qu'il faut éviter. Et donc, quand la personne rentre dans ce type je dirais, d'énergie, vraiment, il faut sortir de ce type d'énergie, en revenir aux faits et mettre un maximum de bienveillance là-dedans. Donc, ne pas rentrer dans dans ce jeu. C'est vraiment ce que je conseille parce que sinon, de toute façon, il n'y aura plus de fond, il n'y aura que de la forme et une opposition de principe. Et là, on n'avancera pas du tout. D'accord. Apaiser les choses, relancer, reposer une question, remettre en perspective, c'est quelque chose d'essentiel. Ne pas s'enfermer dans ce qui devient une bataille d'ego finalement. J'ai raison et tu as tort et on est en fait essentiellement sur de la posture et ça n'amènera à rien puisque ce qu'on met en avant c'est son ego et pas le fond. Donc il faut en revenir au fond en souplesse et en montrant, comme j'en parlais tout à l'heure, de l'écoute active. C'est-à-dire en étant vraiment, en recevant finalement la critique de l'autre, puis en la reformulant, mais petit à petit en faisant avancer les choses avec douceur pour éviter de repartir dans des interactions égotiques qui font qu'on est l'un contre l'autre uniquement sur la forme. Intéressant. Merci Franck. C'était très complet. Alors, on a Ramina qui nous dit « Mon mari ne se remet jamais en question et il n'a jamais tort. Avec les années, ça devient insupportable. Comment faire ?» Il y a de la part de son époux, il campe, il est donc dans une relation un peu égotique, il faut le dire, il faut le laisser s'ouvrir. Donc, je lui conseille quand même de rentrer dans sa réalité pour qu'il baisse ses défenses égotiques et qu'il puisse aussi avoir envie de s'intéresser à elle. Mais d'abord, qu'elle fasse aussi ce chemin vers lui. Voilà. Il y a Yacine qui nous dit « Est-ce que sincèrement, tous les conflits communicationnels ont une solution ?» Mais on peut quand même d'abord se demander en quoi cette communication est franchement nécessaire. C'est-à-dire que Yacine a son chemin de vie. Il a donc, entre sa nature authentique, ses objectifs, il a un environnement et un univers qui correspond à ça. Donc, sa question, c'est quand même de se dire, est-ce que je dois passer du temps et de l'énergie en dehors de ce chemin de vie, de ce chemin de compétences? Je ne suis pas omnipotent et je ne dois pas penser que je peux résoudre tous les problèmes du monde. Donc, à un moment donné, je suis sur mon chemin de vie et quand ça prend trop de temps, quand c'est trop compliqué et que ce n'est pas sur mon chemin de vie, que ce n'est pas dans ma compétence, eh bien, je laisse faire à d'autres, tout simplement. Par contre, quand c'est dans ma compétence, je me dois au contraire de trouver des solutions et de m'élever pour continuer à avancer sur mon chemin de vie, sur ce qui a sens pour moi et sens pour l'autre. Donc, il ne faut pas s'éparpiller, en fait. Voilà. Alors après, quand on a un conflit majeur par rapport à des personnes qui sont sur notre chemin de vie, là, franchement, j'invite à creuser, à prendre du recul, à méditer, mais il va falloir, votre chemin, il est souvent derrière ce conflit. Donc il faudra le comprendre. Et souvent, le comprendre avec du recul,
va amener Yacine à s'apercevoir qu'en fait, Yacine s'était peut-être fait un monde intérieur un peu faux, c'est-à-dire que la réalité du problème est beaucoup plus légère, beaucoup plus fine que tout ce qu'il avait brodé, tout ce qu'il avait construit comme virtuellement autour de ça. Donc, par exemple, certains utilisent des techniques de méditation ou de tout simplement prendre du recul pour s'apercevoir que bien souvent, on est le propre créateur de la difficulté relationnelle entre nous et l'autre. Mais si c'est sur le chemin de vie, alors cette difficulté est créatrice, au contraire, d'éveil et de développement. Donc là, en revanche, il faut l'embrasser. On ne va pas convaincre le monde entier, mais sur son chemin de vie, là, il faut y aller. Il faut y aller. C'est toujours un signe, c'est toujours la démonstration qu'on a quelque chose à apprendre nous et à apprendre à l'autre. On a Elenaël qui nous dit, moi en général, j'écoute pas, j'entends, et souvent j'anticipe les questions que je vais poser. Pourquoi? Ah, alors, Elenaël, donc, ça peut être intéressant de se dire que le débat sera d'autant plus constructif que vous allez rentrer aussi dans la réalité de l'autre, c'est-à-dire être sur une écoute active qui vous permet de le comprendre, de comprendre sa réalité. Vous, vous avez la vôtre. Et là, en ayant visité son monde, vous pouvez l'amener à visiter votre propre monde. Et c'est ce qui va permettre une co-construction. Sinon, le risque, effectivement, c'est de rester sur votre monde, votre vision, de ne pas l'enrichir de celle de l'autre et de rentrer dans un dialogue de sourds. Donc, vraiment, je vous invite à cette découverte qui aussi, et même si vous avez en principe raison, ça va toujours vous apporter beaucoup parce que ça vous apportera une autre perspective, celle de l'autre. Comment faire face à une personne qui ne veut pas communiquer et qui est agressive? Il faut que la personne s'exprime, vide son sac, et petit à petit, comme j'en parlais tout à l'heure dans l'écoute active, vous allez remettre les choses en perspective. C'est-à-dire que la personne va bien entendu faire un package complet de rien ne va. Et donc là, comme je le développais tout à l'heure, on peut poser la question pour amener la personne à préciser son propos. Et ça va automatiquement se dégonfler parce que la personne a fait preuve toujours, l'autre a fait preuve toujours, dans ce cas-là, de distorsion. Elle a transformé l'information. Si elle n'est pas contente, elle fait un package global de ce qui ne va pas. Et puis, elle a généralisé les choses. Donc, en lui posant avec sincérité et sans provocation quelques questions tranquilles, on va amener la personne à recontextualiser pour être plus précise sur ce qu'elle ressent vraiment. Donc, elle va passer d'une énergie ou alors à vider son sac à, cette fois-ci, de quoi s'agit-il? Recontextualise, quel est le problème, ton ressenti, voilà, et de préciser les choses comme ça. Et là, on arrive à créer de nouveau une relation qui a du sens. Une relation qui parle concrètement des choses et non pas un prétexte à déverser une colère qui peut d'ailleurs être issue de plein d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Ouais. Ça peut être juste un bouc émissaire facile. Donc ne pas rentrer dans cette colère, sinon ça n'amènera rien. Au contraire, laisser la personne un peu dévider son sac, vider son sac, et puis après partir dans un questionnement qui l'amène à lâcher toute la distorsion d'informations qu'elle aura apportées, les généralisations qui l'auront amené à en faire un bouc émissaire. Merci beaucoup Franck. Je te souhaite une très belle journée et merci encore pour ta présence aujourd'hui. Bonne journée à vous tous. Merci Charlotte. Au revoir.